Au Québec, les lacs façonnent notre paysage et notre histoire. Des milliers d'étendues d'eau douce parsèment le territoire, comme autant de miroirs où se reflètent nos saisons, nos racines et notre imagination. Ces lacs, on les connaît souvent de nom, mais rarement dans leur intimité. Depuis toujours, ils sont des lieux de rassemblement. C'est là que sont établis les premiers villages, que les sentiers ont pris naissance, que les histoires se sont racontées au bord du feu. Ces vastes réserves d'eau claire sont devenues notre fierté collective. Elles font du Québec un territoire reconnu à travers le monde pour la pureté et l'abondance de ses eaux. Parmi ces joyaux, le lac Kenogami se distingue. Immense, presque mystérieux, il s'étire à quelques pas de la ville, mais garde pourtant une rive intacte, préservée comme un secret bien gardé. Peu de gens prennent le temps de le découvrir dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, on va s'y aventurer, naviguer sur ces eaux calmes, marcher sur ces sentiers, découvrir un lieu grandiose, sauvage, où la nature règne encore en maître. Bienvenue au lac Kenogami. Je me trouve au lac Kenogami, endroit que je rêvais de visiter depuis plusieurs années. Je suis très heureux d'y être aujourd'hui. Kenogami, ça vient de l'Innu, qui veut dire lac long. Je vais vous faire découvrir les plus beaux endroits qui composent la randonnée ici. Randonnée de 40 km, beaucoup de possibilités. Précisément, là, je suis à l'embouchure de la petite rivière Siriac, endroit où on faisait la drave à l'époque pour la pitoune qui s'en allait vers les pulperies de la région. C'est Denis qui m'a amené ici en Zodiac. D'ailleurs, on le voit juste ici derrière. On va le rencontrer tantôt. Il va nous parler un petit peu plus des sentiers. C'est lui qui s'occupe, entre autres, de l'entretien. C'est une particularité de l'endroit. Belle particularité, il faut le dire, parce qu'on peut se faire déposer un petit peu partout sur le sentier. On peut faire certaines portions, parce qu'il faut le dire, et le lac et le sentier, c'est long. On parle de 40 km de possibilités. Il y a de plus en plus de développement avec des plateformes pour des tentes, il y a des chalets à chacune des extrémités. Et donc, ça nous permet de venir explorer une portion du sentier quand on n'a pas le temps de tout le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer les plus beaux endroits de la place, puis on va terminer ça au sommet du Cap à l'Aigle, un endroit bien connu de la région. Et la chapelle qu'on a derrière moi, la chapelle Saint-Cyriaque, construite en 1902. Fait intéressant, vous savez comment j'aime l'histoire. Denis me racontait que c'est le seul bâtiment, exception faite d'une autre petite maison rouge qui était au milieu du lac qu'on a déplacé sur la rive. C'est le seul bâtiment qui reste parce qu'en 1908, on a augmenté le niveau du lac de 9 pieds, ce qui fait qu'on a dû évacuer certaines maisons ou en déconstruire. Et puis en 1924, on a récidivé avec un autre 23 pieds additionnel. Le lac Kenogami, c'est un réservoir pour des barrages hydroélectriques qui sont un petit peu plus loin. Donc une réserve d'eau pour pouvoir les alimenter. Assez frappant.
comme ces clochers qui rassemblent les gens, certains villages tirent encore aujourd'hui ceux qui rêvent d'un autre rythme de vie. Des endroits où le temps s'étire un peu plus doucement. C'est le cas de Sainte-Rose-du-Nord. Accroché aux berges spectaculaires de la rivière Saguenay, c'est un village qui a l'âme tranquille et le paysage grandiose. Un coin du monde où beaucoup aimeraient finir leur jour, mais où certains choisissent plutôt de commencer leur vie. C'est ici qu'Émilie Sicotte et son compagnon Cyril, venus de Haute-Savoie en France, ont décidé de poser leurs bagages. Ensemble, ils ont bâti un projet à leur image. Elle, apicultrice passionnée, lui, chef qui fait rayonner les saveurs locales. Un choix de cœur, enraciné dans ce lieu unique. J'ai toujours été attirée par la nature, par les animaux. Puis bon, l'apiculture me permet de reconnecter avec tout ça. Donc, on est vraiment en lien avec les éléments. Les abeilles, c'est vraiment des petits détecteurs de tout ce qui se passe dans la nature. Donc, de pouvoir aussi analyser. C'est vraiment un métier d'observation aussi. Donc, de voir comment tout ça évolue, puis de réagir en fonction de ça. Pour moi, c'est vraiment un métier passion. Cyril, pour lui, c'est vraiment tout ce qui est transformation, la cuisine, la découverte, la créativité. Donc ça, c'est lui qui va avoir ce volet-là. J'ai vécu en France avec mon mari, donc 4 ans. Puis c'est au cours de ces 4 années-là, en fait, que j'ai découvert l'apiculture. Il faut dire que l'apiculture est très présente en Europe, beaucoup plus qu'en Amérique. J'ai croisé un rucher, j'étais en train de prendre des photos. Des gens qui sont membres de ce rucher-là se sont approchés puis m'ont dit que ça m'intéressait puis je pouvais en fait adhérer à ce collectif-là. C'est un concept aussi qui est peu connu au Québec, donc un rucher collectif. On paye une adhésion et on devient propriétaire comme les autres en fait de ce rucher-là. Et au travers de toute la saison, bien, on apprend, on évolue avec les autres. Et c'est un rucher qui rassemblait autant des professionnels que des amateurs. Ça a été hyper instructif pour moi. Puis comme on dit dans le métier, bien, j'ai eu la piqûre. Donc, je suis tombée vraiment littéralement dans l'apiculture. Au retour au Québec, j'ai voulu continuer l'aventure. On désirait avec mon mari vraiment avoir nos propres projets à nous. De fil en aiguille, on a créé Apicurieux en 2021. Le Saguenay, c'est un peu présenté comme une destination parfaite parce qu'on est aussi des adeptes de plein air, donc on se retrouve à avoir un terrain de jeu immense. C'est une région qui rassemble toutes sortes de diversité de terrains. Donc, on a autant les points d'eau, la montagne, les falaises, tout ça. Une nacelle en vue, suspendue au-dessus de la rivière, juste à l'endroit où elle vient se mêler au lac. C'est parfois la solution la plus simple et la plus ingénieuse quand une passerelle traditionnelle coûterait trop cher à construire ou demanderait d'ancrer des piliers profondément dans le roc. La nacelle, c'est plus qu'un moyen de traverser. C'est une petite aventure en soi, une expérience unique et rare. Si personne ne se pointe de l'autre côté, on peut se laisser bercer au-dessus du courant, le temps qu'on veut. Ça donne le temps d'observer la rive,
d'écouter l'eau, puis de sentir qu'on flotte entre deux mondes. L'apiculture, comme on le connaît aujourd'hui, ça a démarré avec des moines en Angleterre, avec ce principe d'avoir la boîte carrée puis des cadres qui vont être amovibles. C'est vraiment la religion, en fait, là, qui a fait en sorte de développer ça. C'était la cire aussi qui était importante, ne serait-ce que pour les cierges. Donc, toutes ces chandelles qu'on utilisait dans les cathédrales, bien, il fallait que ça soit produit par les abeilles. C'est quand même particulier de travailler avec les abeilles parce qu'on l'appelle souvent l'abeille domestique, mais ça ne se domestique pas. On travaille avec un animal sauvage, donc c'est vraiment de l'apprivoiser, de comprendre son langage, d'avoir la bonne attitude pour pouvoir le moins possible les alerter, qu'elles ne soient pas en mode défense. La fumée vient un peu imiter, si on veut, un feu de forêt, quelque chose comme ça. Donc, elles vont se retourner vers la colonie. Souvent, elles vont se gorger de miel ou se préparer, en fait, à peut-être déménager en urgence. Donc, on vient contourner le fait qu'on soit un prédateur en train de les déranger. On vient un peu modifier le comportement de la colonie en mettant cette fumée-là. C'est un petit univers qui s'offre à nous, mais qu'il faut essayer de déchiffrer. C'est un insecte qui n'a pas besoin de l'humain pour vivre. Puis nous, en fait, ce qu'on fait, c'est simplement essayer d'optimiser la colonie pour nous permettre d'avoir une récolte. Le moment clé pour moi, c'est être au contact des colonies. Le plaisir, en fait, de pouvoir être à l'extérieur, c'est multisensoriel. Il y a les odeurs, il y a le bruit, il y a la chaleur qui se dégage de la ruche. Quand on passe l'hiver, on a hâte au printemps pour les retrouver. La saison va débuter autour de mai, je dirais, pour notre région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on va faire des inspections régulières entre les 10 à 15 jours à chaque rucher. Donc, un rucher est constitué de plusieurs ruches. Je pense que l'apiculture gagne à être connue. C'est un milieu qui est quand même récent, je dirais, au Québec. C'est sûr que nous, on se retrouve un peu plus en milieu nordique. C'est pas commun. Le temps que ça se développe, le temps qu'on fasse aussi notre propre génétique pour qu'elle soit adaptée à notre climat. Donc, on parle d'une production plus courte, donc en une plus courte période. Donc, elle doit être plus efficace. Je pense que tout ça a fait en sorte qu'il y ait un retardement aussi sur ce type d'agriculture-là ici. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une démocratisation de cette agriculture-là. Il y a une formation qui est disponible aujourd'hui à l'école, chose qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années en arrière, je crois. Plus on voit, plus on l'entend, plus on l'expérimente, mais plus il va en avoir. Quand on part en longue randonnée ou en randonnée d'aventure, ben, l'énergie, c'est pas un luxe, ça peut même devenir essentiel. On veuille, par exemple, recharger un GPS ou un téléphone ou ne serait-ce qu'une lampe frontale. Ça peut faire la grosse différence entre une belle randonnée et un gros casse-tête. Ces produits européens de conception belge, c'est la marque Sunslice, c'est distribué ici au Canada par Telloc. Ce sont parmi les panneaux solaires les plus légers du marché. Ils résistent vraiment bien aux intempéries et aux manipulations un peu brutales qu'on vit tous sur les sentiers. Le premier, c'est l'ensemble du Scout, un petit panneau de 6 watts et une batterie compacte de 5000 mAh. C'est parfait pour une journée de rando ou un festival. Ça se plie facilement dans un sac et ça donne juste ce qu'il faut de jus pour un téléphone ou un appareil photo. Si vous partez un peu plus longtemps, l'ensemble du randonneur offre un équilibre idéal. Un panneau plus puissant de 12 watts, une batterie de 10 000 mAh et toujours ce format hyper portable. Ça recharge un cellulaire en à peine 2 heures. Léger, performant, solide, ces solutions solaires de conception européenne sont disponibles dès maintenant au Canada grâce à Telloc Satellite pour vous accompagner dans vos aventures dans les prochains mois à venir. Parce que partir autonome,
Croyez-moi, c'est parti, l'esprit tranquille. Denis, c'est quoi l'origine des sentiers ici au lac Kenogami? C'est un organisme de municipalités, les différentes municipalités qui touchent au lac, qui ont décidé à un moment donné de faire du développement et ils sont allés vers le sentier de longue randonnée. Le sentier, il part d'une communauté qui s'appelle Héberville, puis il se rend jusqu'à la route 175 qui dessert Québec. Il n'y a aucune résidence, il n'y a aucun chemin, c'est complètement sauvage. C'est soit qu'on le fasse en longue randonnée, ou qu'on y accède par eau pour faire des petites portions. Donc, c'est assez particulier. Les gens qui cherchent une longue randonnée avec des endroits où dormir en tente, sur des plateformes où il y a quelques refuges aussi. Oui, exactement. Il y a 4 campings. Les campings sont situés en bordure du lac et il y a 3 refuges. Les refuges, pour leur part, sont situés sur le dessus des montagnes, question d'avoir une vue sur le lac en bas. Donc, on a toujours le lac qui est là en arrière-plan. Ouais. Il y a des services, donc, avec le Zodiac, par exemple, ce que j'expérimente aujourd'hui, on peut aller se faire reconduire à certains endroits pour faire une portion du sentier sans être obligé de la faire complètement. C'est bien ça. On offre différents services. Déplacer les véhicules, déplacer les gens en minibus. Et un des services qui est quand même assez particulier, les gens l'apprécient beaucoup, c'est justement le service de navette maritime en Zodiac pour aller reconduire les gens au sentier et aller les chercher à la fin de journée de rando. Là. Je te regarde aller, Denis, là, puis on se parle depuis ce matin. T'es tellement à l'aise dans ce milieu-là. T'es un gars de bois, quoi? C'est quoi ton passé? Ouais, j'ai travaillé en forêt toutes mes 35 ans de carrière. J'étais au ministère des Forêts, donc je suis technicien forestier. Donc oui, je suis assez à l'aise. Puis là, derrière nous, c'est le Cap à l'Aigle, le fameux Cap à l'Aigle. Oui, absolument. Là, c'est là que tu vas me déposer, puis je vais pouvoir monter au sommet puis redescendre. Oui, tu vas faire une bonne montée, partir d'en bas au lac, monter en haut. Tu vas voir, il y a un superbe de point de vue. Quand on est en haut, c'est probablement le plus beau point de vue du sentier. C'est à quoi? C'est à 60, 70 mètres de haut, à peu près? Ça a 60 mètres de haut, très, très droit, coupé au couteau. Il y a 6 voies d'escalade qui ont été développées dedans. Ouais. Puis les gens qui connaissent ça, qui font de l'escalade, ils disent que c'est pas mal une des plus belles au Québec là, en tant que paroi. Là. Ça n'a pas l'air facile. Ça a un beau défi. Ça doit être difficile. Juste s'y rendre, c'est déjà du stock. Ouais, c'est ça. Let's go. On met les gaz, on y va. On y va, let's go. Je commence la montée vers le Cap à l'Aigle, dont Denis me parlait tout à l'heure dans le Zodiac. Le sentier grimpe doucement, puis se fait plus escarpé par endroits. C'est toujours un plaisir de marcher sur des chemins moins fréquentés. On sent que la nature y garde un petit côté brut, un peu sauvage. Ici, pas de foule, pas de bruit. Juste le vent dans les branches et le craquement de mes pas sur la terre. On a l'impression d'être le seul élu,
de redécouvrir le territoire, un pas à la fois. Je randonne depuis des années un peu partout sur la planète. Et pourtant, un lac comme le Kenogami réussit encore à me fasciner. Au Québec, il y a toujours un lac qu'on croit connaître, mais qui garde un coin secret. Toujours un village blotti au creux d'une baie. Une histoire qui attend qu'on prenne le temps de l'écouter. Comme Sainte-Rose-du-Nord, comme Émilie, l'apicultrice, venue semer ses rêves au bord du Saguenay. On est maintenant sur le cap à l'Aigle, donc au sommet avec une superbe vue sur le lac Kenogami. Je regarde le lac et puis là, je me dis, bon sang, un lac, c'est vraiment un noyau central pour une communauté. C'est avec un lac souvent qu'on regroupe beaucoup de gens de différents horizons, des gens qui y restent à l'année, des gens qui viennent ici en résidence secondaire, des amateurs de plein air de toutes sortes pour la randonnée, le bateau, la pêche. Vraiment, un lac, c'est un élément central dans des villages comme ici. C'est exactement comme le miel chez Apicurieux, puis Émilie qui le récolte. C'est devenu un élément central pour son village. Les gens vont chercher le miel, un endroit où les gens se croisent, se racontent comment évoluent les choses dans le village. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment parfois l'agriculture, la transformation d'un produit local peut entraîner beaucoup de choses autres au niveau de l'économie puis au niveau social. Et c'est vraiment ce qui se produit dans ce petit village de Sainte-Rose-du-Nord, tout à fait charmant, ce miel, donc, qui est devenu le ciment d'une communauté. La randonnée, tout comme les lacs, rassemble les gens. Marcher un territoire, c'est aussi le comprendre. C'est sentir que chaque sentier est vivant, qu'il relie des époques, des mémoires, des promesses. Ces paysages sont en mouvement perpétuel, comme la vie, comme l'eau. Ils changent, se transforment et continuent de nous rassembler.